Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans ce deuxième épisode sur les conseils pour bien préparer votre voyage en Norvège, je vais vous parler des infos pratiques en général, du climat et des vêtements, des déplacements et des activités à faire. Avec l'épisode précédent et celui-ci, je pense que vous avez en main pas mal d'éléments pour bien préparer votre voyage. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Je commence par quelques infos pratiques générales. Je vous rappelle que la Norvège ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro, mais elle fait partie de l'espace Schengen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, le fait qu'elle fasse partie de l'espace Schengen, ça veut dire que vous pouvez venir en Norvège avec simplement votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin d'un passeport. Simplement, votre carte d'identité doit avoir moins de 10 ans. En France, les cartes d'identité ont été prolongées, entre guillemets, de 5 ans. Et malheureusement, c'est un petit peu bancal cette règle parce que ça fonctionne en France. Il me semble que ça passe aussi en Belgique et au Luxembourg ou un truc comme ça. Mais si vous partez ailleurs en Europe, ça marche pas, c'est pas reconnu et vous risquez d'avoir des soucis. Donc si vous avez une carte d'identité qui est valide dans les 10 premières années de validation, il y aura aucun souci. Par contre, si vous êtes dans les 5 années supplémentaires, c'est sûr certain, ça ne fonctionne pas. On connaît plein de gens qui se sont fait refuser à la frontière, ça marche pas. Vous avez beau avoir il y a des gens qui ont carrément essayé avec le papier de l'ambassade traduit, écrit en anglais, même écrit en norvégien, qui explique ces 5 ans de prolongation, de validité de carte d'identité, mais en Norvège, ce n'est pas reconnu. La Norvège ne fait pas partie de la zone euro, ce n'est donc pas la monnaie nationale, mais la couronne norvégienne. Si vous voulez emmener de l'espèce avec vous et que vous faites du change avant de venir en Norvège, faites bien attention puisqu'il existe 3 couronnes différentes, puisqu'il y a des couronnes danoises, des couronnes norvégiennes et des couronnes suédoises. Les 3 pays n'ont pas la même monnaie. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un touriste sur un tour qui n'avait pas précisé, qui est arrivé à un bureau de change, qui a demandé à changer ses euros en couronne, simplement sans préciser couronne norvégienne, et on lui a donné des couronnes suédoises. Donc quand il est arrivé en Norvège, évidemment, ça n'est pas accepté, ça n'a pas marché, il a dû refaire changer, mais du coup il a reperdu le taux de change. Vous me demandez souvent s'il faut avoir beaucoup d'espèces sur soi, comment ça marche par rapport à l'utilisation de sa carte de crédit, etc. Moi, j'ai jamais été trop fan d'avoir beaucoup d'espèces sur moi. Pour tous mes voyages, en fait, j'en avais un petit peu, évidemment, mais je payais quand même beaucoup de choses en carte bleue. Donc en fait, ça dépend évidemment de votre banque, des taux de change, etc. Donc il faut vérifier, mais en tout cas, toutes les cartes de crédit, toutes les cartes bleues fonctionnent en Norvège. On a tous des conditions de banque et de cartes de crédit différentes, mais je vous recommande, quand vous partez en voyage, d'envoyer un petit mail et de prévenir en fait votre banque que vous partez, parce que ça m'est arrivé d'avoir ma carte de crédit bloquée quand je suis partie à Prague. On est parti 1 semaine et je crois que j'ai pu retirer de l'argent et payer normalement avec ma carte pendant 2 ou 3 jours, et après ça a été bloqué en fait parce que ma banque pensait que ma carte avait été volée et que c'était des retraits frauduleux. Donc même si vous avez droit à des plafonds de dépassement, que c'est une carte spéciale voyage, etc., je vous recommande quand même de prévenir votre banque. Donc vous pouvez absolument tout payer, surtout que ces dernières années, ici il y a de moins en moins d'utilisation d'espèces. En fait, les billets et les pièces ont vraiment tendance à disparaître. Tout est fait
pour qu'on paye virtuellement. On a tous ici une appli pour payer avec notre téléphone qui s'appelle Vips. On peut même payer nos courses alimentaires avec. Il y a très peu de boutiques où on ne peut pas s'en servir. Donc c'est vrai qu'on utilise très très peu d'espèces. Certains hôtels, carrément, depuis quelques années, n'acceptent plus du tout les espèces, en fait, pour éviter les cambriolages et pour éviter les allers-retours à la banque. Ils ne prennent plus du tout d'espèces, donc si vous voulez juste boire un verre dans un bar qui fait partie d'un restaurant ou manger, vous ne pourrez très certainement pas payer en espèces, donc de toute façon, il y aura plein de situations pour lesquelles vous serez obligé d'utiliser votre carte bleue. Alors je vous recommande quand même d'avoir un petit peu d'espèces sur vous. Quelquefois il y a des toilettes publiques où il faut mettre une pièce, où il n'y a pas forcément un lecteur de carte. Il y en a sur la plupart, mais ça peut être bien d'avoir quand même un petit peu d'espèces avec soi. Mais je dirais que c'est pas spécialement recommandé d'avoir des grosses liasses de billets sur soi et de tout payer en monnaie. Vous pouvez tout payer avec votre carte bleue. Une petite mise en garde, qui n'est pas valable que en Norvège, hein, c'est une astuce un peu pour voyager dans le monde. Moi-même, je me suis fait avoir. C'était vraiment bête comme erreur, mais c'était au début de mes voyages. J'étais pas spécialement experte. Mais il faut faire attention parce qu'il y a plein d'endroits où, en fait, quand vous allez payer sur le terminal de carte, on va vous demander si vous voulez laisser un pourboire. Donc il faut bien lire ce qu'il y a sur l'écran du terminal de carte. Est-ce que c'est écrit PIN avec les 4 petits points? À ce moment-là, c'est bien votre code de carte bleue qu'il faut entrer pour payer. Mais si c'est écrit TIPS, ça veut dire pourboire et en fait vous devez entrer la somme de pourboire que vous voulez laisser. Quelquefois aussi, il y a sur l'écran, sur une première ligne, la somme que vous devez payer pour ce que vous avez consommé, et en dessous, la somme que vous souhaitez laisser en pourboire, et du coup, avant de retaper votre code, vous devez entrer la somme que vous voulez payer. Donc moi, c'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas compris. On en avait pour 40 € par exemple, et le serveur il arrivait avec le lecteur de carte et il nous a dit « Bon voilà, ça fait 40 €, vous voulez payer combien ?» Je dis « Bah 40 ». Puisqu'on doit 40, on va payer 40 en fait. Mais en fait en Norvège c'est vraiment très commun de laisser un pourboire tout le temps. Donc là vous choisissez par exemple, vous tapez 45 € et hop du coup vous laissez 45 €. Donc attention, hein, les sommes seront en couronne évidemment. Alors le taux de change varie, ça peut aller entre 9 et 11, mais en gros, vous divisez par 10 pour avoir la valeur en euros. Donc pour 10 €, c'est 100 couronnes. Quelquefois, il faut rentrer la somme que vous voulez payer en ajoutant votre pourboire. Et quelquefois, il faut taper juste la somme du pourboire. Donc si vous n'avez pas fait attention à ça, et que vous tapez votre code de carte, votre code à 4 chiffres, s'il commence par un 9 ou par un 8, par un numéro assez élevé, comme c'est un code à 4 chiffres, par exemple, vous allez laisser 9000 couronnes de pourboire, ce qui fait 900 €. Et après, vous allez vous dire, bah c'est bizarre, ça n'a pas marché, je viens de taper le code, j'ai fait OK, mais ça me redemande de taper mon code. Et vous tapez votre code de carte bleue une deuxième fois, et là, ça vous débite des 9000 couronnes de pourboire, plus de ce que vous avez consommé en fait. Et moi ça m'est arrivé, je me suis fait avoir, c'était à Prague. J'avais la chance à l'époque d'avoir un code de carte bleue avec des petits chiffres au début. Comme la monnaie à Prague a une petite valeur par rapport aux euros, du coup j'ai laissé, je sais plus l'équivalent de quelle somme en pourboire, et en fait on avait laissé, ça faisait peut-être 10 ou 15 € de pourboire, donc ce qui était pas grand-chose, mais ce qui était énorme par rapport à la valeur de l'argent à Prague. Mais du coup, on n'a vraiment pas compris. J'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai dû taper mon code de carte bleue 2 fois ? Et je crois que c'est en regardant sur Internet que j'ai vu cette astuce-là, entre guillemets. Et j'avais jamais été trop confrontée à ce genre de code sur les machines. Donc voilà, maintenant je fais tout le temps attention, mais en tout cas, voilà, faites attention à ça. Évidemment, hein, pour les voyageurs
confirmés et habitués, vous allez trouver cette petite parenthèse peut-être un peu bête ou rigolote, mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager ou pour qui c'est peut-être le premier voyage, je pense que c'est un bon conseil. Autre information pratique, les prises électriques sont les mêmes, donc vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Il n'y a pas de décalage horaire, le seul décalage entre guillemets qu'il peut y avoir, c'est une différence de lumière, ce qui va m'amener au thème suivant, donc le climat et l'ensoleillement. Mais avant, je voulais vous rappeler que sur le site, dans l'onglet tourisme, vous avez une page info pratique avec plusieurs articles, dont un article qui s'appelle lui-même info pratique, où vous avez vraiment toutes les infos avec les numéros d'urgence, plein d'autres détails, etc. Donc je vous invite à consulter cet article. Le climat en Norvège, c'est un gros sujet. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la Norvège c'est un pays qui est tout en longueur, qui fait plus de 2500 km de long, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas du tout le même climat au sud et au nord. Il y a un petit peu moins de différence entre l'ouest et l'est, puisque c'est assez étroit comme pays. Entre le nord et le sud, il y a des grosses différences, avec les montagnes au milieu. Si vous voulez écouter un petit peu comment est la vie au nord de la Norvège, vous pouvez écouter l'épisode 9 avec Delphine, qui habite au nord de Tromsø et qui nous raconte sa vie au quotidien. En fait, ici, c'est un climat très montagneux et très changeant. Donc pour ceux qui habitent à la montagne, en France ou ailleurs dans le monde, ne seront pas trop dépaysés. Mais en fait, il faut vraiment prévoir comme si on allait à la montagne. Le tout premier conseil que je vous donnerais, ce serait de télécharger l'application météo norvégienne qui s'appelle Yr. Donc ça s'écrit YR, elle est gratuite, elle se trouve dans tous les App Store et Google Store. Et surtout, c'est une application qui est très réputée, qui est très précise. Je crois qu'elle est utilisée aussi en France, le long de la côte ouest, par les marins, puisqu'elle est réputée pour être très fiable. Je crois qu'elle est utilisée aussi ailleurs dans le monde. Elle est vraiment très précise, donc je vais vous expliquer un petit peu après comment gérer et comment organiser vos vacances en fonction de la météo, mais en tout cas d'avoir cette application sur son téléphone, c'est vraiment la première chose à faire. On a aussi ici le même dicton qu'en Bretagne, on dit que le temps change très vite et qu'on peut avoir les 4 saisons en une journée. Mais c'est vraiment vrai. Pour ceux qui sont déjà venus, c'est vrai qu'on expérimente quand même très souvent des gros changements de température ou un temps vraiment très 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 changeant dans la journée. Donc c'est à prendre en considération pour préparer sa valise. Par rapport au climat et aux vêtements, je vous recommande d'aller consulter sur mon site, toujours dans cette page tourisme info pratique, vous avez un article qui s'appelle « Préparer son voyage en Norvège » et vous avez tout plein d'infos sur le climat, sur les vêtements, sur le décalage horaire et vous trouverez aussi les vidéos, les reportages que j'ai faits qui vous montrent un petit peu les différences de climat qu'on peut trouver. Ici, on peut avoir les nuits polaires, où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, et on peut avoir le soleil de minuit. Alors ça se passe au nord du cercle polaire, et ce cercle polaire, il passe un petit peu en dessous de Tromsø. Mais si vous venez dans le sud de la Norvège, dans la région des fjords, centre, sud, ouest, entre Oslo et Bergen, en gros, vous n'aurez pas ce soleil de minuit, puisque la définition du soleil de minuit, c'est que le soleil ne se couche pas, il ne descend pas sous la ligne de l'horizon. Alors quand on est dans le sud de la Norvège, il descend sous cette ligne de l'horizon, mais il descend très peu. Donc du coup, on a toujours effectivement une petite luminosité. Sur les 3 épisodes avec Pascal Marquis qui nous raconte son voyage en Norvège,
Il parle beaucoup de cette luminosité en fait parce que c'est quelque chose qui l'a surpris et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui gêne. D'ailleurs, un de mes conseils pour venir en Norvège et dormir correctement si vous êtes sensible à la lumière, c'est d'emmener un loup pour se cacher les yeux parce qu'en fait il y a beaucoup de logements, si vous êtes en Airbnb ou si vous êtes à l'hôtel, où il y a soit pas de rideau du tout, soit des petits voiles très fins mais qui ne cachent absolument rien. Et si vous venez au mois de juin ou au mois de juillet, il n'y a pas de nuit. La nuit, à 4h du matin, il fait comme à 17h ou 18h en France. Donc ça peut être très gênant pour dormir. Moi j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer. On me pose souvent la question, c'est pas trop difficile, la Norvège, l'hiver et tout. Pour moi, c'est plus difficile ce côté lumière la nuit. Le côté manque de lumière l'hiver est un petit peu gênant, certes, à la fin de l'hiver. On a hâte que le printemps arrive, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu le climat norvégien global. Après, évidemment, vous vous doutez bien que ça dépend des lieux précis où vous êtes. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en Norvège, presque la totalité du pays est recouvert de montagnes, de glaciers, de fjords, de forêts. Donc vous allez avoir toutes sortes d'atmosphères et de climats, même en termes d'humidité, différentes. Si on prend le centre sud de la Norvège, en gros, vous allez avoir l'été, entre le mois de mai et le mois d'août, des températures entre 15 et 25 degrés de moyenne, avec des pics de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 30-35 degrés à certains moments, mais ça dure jamais très très longtemps, on n'a jamais des très grosses chaleurs, des très très grosses canicules, mais quand même, pour la Norvège, avoir plus de 30 degrés, c'est quand même pas mal. Vous aurez jamais de très gros froid non plus dans ces périodes-là, mais par contre, ça peut vraiment se rapprocher de 0 degré si vous êtes dans la région des montagnes et que vous montez un petit peu en altitude. En fait, c'est ça qui est compliqué pour faire sa valise et pour prévoir son séjour. Finalement, l'hiver, c'est plus simple parce qu'on prend un peu que du chaud, mais l'été, c'est plus compliqué parce qu'il faut de tout. De toute façon, quand on vient en Norvège, en gros, faut être habillé en randonneur, quoi. On vient pas en Norvège pour mettre sa petite veste en cuir, son petit jean et ses petites bottines à talons. Ça peut se faire si vous restez 2 jours à Oslo, mais si vous allez dans les fjords, si vous faites la traversée entre Oslo et Bergen, en gros, vous allez plus utiliser votre pantalon de rando et votre kawaii que votre jean et votre petite veste en coton. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent, parce que même quand il fait beau, avec ce vent, il fait vite très froid. Une petite anecdote que je raconte souvent, une fois on était à Geiranger avec un groupe de touristes que j'accompagnais. Il faisait vraiment beau, il faisait, 25 degrés, on était tous en short, en t-shirt, en débardeur. Et moi, j'ai toujours avec moi un sweat, un petit pull et un kawaii. Ce que je recommande à tous les touristes quand je les accueille à l'aéroport, quand je vais les chercher pour faire le tour en bus, je leur dis toujours de laisser un sweat ou un petit gilet et un kawaii dans le bus. Et on est parti faire cette croisière, il faisait hyper beau, le bateau part du port évidemment tout doucement, tout tranquillement, donc il n'y a pas de vent, tout va bien. Mais à quelques minutes du départ de cette balade, le fjord s'ouvre en fait, on se retrouve vraiment au milieu du fjord. Et là, d'un coup, il suffit qu'il y ait un nuage, que ça se cache un petit peu, qu'il y ait un petit peu de vent, il fait vraiment froid en fait. Je sais pas quel est le ressenti, mais là, tout le monde a mis le sweat et le kawaii d'un coup. Après, il y a toujours, évidemment, en fonction du confort de chacun, il y en a qui vont être en t-shirt et il y en a qui vont être en doudoune avec un bonnet. Ça, c'est propre au confort de chacun, mais en tout cas, c'est pas impossible de voir quelqu'un avec un bonnet et des petits gants en tissu sur un bateau, alors que vous allez être en short et en débardeur. Par rapport aux équipements, les petits gants fins en tissu, c'est un truc que je vous conseille fortement parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être brûlée, en fait, à cause du vent.
Je suis en train de vous préparer une vidéo qui sera un podcast aussi, mais une vidéo pour vous parler des produits de beauté et des produits de soins norvégiens, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a des marques particulières, qu'est-ce que j'utilise pour me protéger du froid, du soleil et du vent, etc. Donc je vais vous parler de ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les mains brûlées à cause du vent, et j'avais pas pensé à prendre ça parce que c'était une randonnée que j'avais faite en été, il faisait beau, il faisait chaud, donc j'ai pas du tout pensé à prendre des gants, et en fait j'ai vraiment eu super mal aux mains, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Donc maintenant quand je pars en randonnée, j'ai toujours avec moi des petits gants, vous savez, des petits gants un peu comme les gants de photographe ou comme on peut avoir pour faire du vélo, où il y en a plein dans les magasins de sport partout. Mais en tout cas, moi j'ai toujours une petite paire de gants comme ça sur moi. Ça peut être aussi très pratique si vous faites des randonnées en Norvège, je vais y revenir plus loin dans l'épisode. Je vais vraiment vous parler précisément des activités à faire et des randonnées, mais il y a pas mal d'endroits où il faut un petit peu crapahuter et tout ça, donc si vous êtes un peu sensible des mains et que vous voulez pas vous faire piquer quelquefois, il faut vraiment mettre les mains sur des rochers un peu avec des mousses ou sur les cailloux, ou s'accrocher un petit peu aux parois, etc. Donc ça peut être pratique d'avoir des petits gants comme ça. Donc ça c'est un petit peu la situation générale pour le sud de la Norvège, mais si vous allez au nord, vous pouvez aussi avoir du très beau temps, mais il faut prévoir que les températures puissent se rapprocher de 0 degré. J'ai eu la chance d'aller jusqu'au Cap Nord avec une production télé, toujours pour ce film Norvège l'appelle du merveilleux, avec Mathias Malzieu. Et on y était allé au mois d'août. Et alors il faisait pas beau, hein, le temps était vraiment couvert, etc. Mais c'était vraiment magnifique. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que c'est chouette le nord de la Norvège, mais l'été, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est plus souvent proposée l'hiver pour aller à la chasse aux aurores boréales, aller voir les baleines, etc. Mais l'été, c'est vraiment magnifique aussi, donc si vous aviez prévu d'y aller l'été, vous inquiétez pas, vous serez absolument pas déçus. C'est une route qui est sublime. Je dis c'est une route parce qu'il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a qu'une route, par exemple, pour aller de Tromsø au Cap Nord. Il n'y a qu'une route, il n'y a pas le choix. Et c'est une route qui est sublime. Enfin, moi, c'est des paysages qui me touchent beaucoup. J'en avais parlé avec Pierre, qui nous avait raconté son voyage à vélo, qui était parti d'Oslo, qui était allé jusqu'au Cap Nord, et qui avait été subjugué aussi par ces paysages, et c'est vrai que c'est des paysages sauvages, lunaires, c'est super touchant parce que c'est des paysages qu'on n'a jamais vus. Moi, ça m'a rappelé un tout petit peu mon voyage en Irlande. J'ai traversé le pays, et vraiment dans le centre, c'est vraiment comme ça, c'est lunaire, la seule différence c'est qu'en Irlande c'est vraiment plat dans le centre du pays, alors que là on a des surfaces planes mais on voit au loin les montagnes. Il y a des rennes de partout, il y a des rennes sur la route, enfin si vous prenez cette route là et que vous voyez pas de rennes, c'est que vraiment vous avez pas de chance, il y a des rennes de partout. Et puis quand vous arrivez au Cap Nord, c'est fantastique. Quel que soit le temps, nous, on n'a pas eu de chance, on n'a pas du tout eu cette vue dégagée avec le globe donnant sur l'océan. Nous, on voyait pas du tout, c'était tout gris, on avait un voile de brume et de nuages derrière le globe, donc on ne voyait absolument rien. Mais c'était quand même sublime, c'était quand même touchant, c'était quand même très émouvant. Le truc qui est très rigolo quand on arrive au Cap Nord, c'est que on avait le GPS, c'était moi qui conduisais, et en fait on voit sur la carte qu'on est au bout. On est au bout de l'Europe, en fait. On peut pas aller plus loin. Plus loin, c'est le pôle Nord. Et c'est une sensation qui est très bizarre de se dire on est au bout. On est au bout de la route, on est au bout du continent. On peut pas aller plus loin. Et c'est une sensation qui est vraiment formidable, donc je vous recommande ce voyage à n'importe quelle période de l'année. Et donc nous, on y était en août, et on a eu, je crois qu'il faisait 4 ou 5 degrés, et avec un vent, mais il y a toujours là-bas un vent de fou,
et on avait ressenti de zéro. Donc on était habillés en hiver, hein. On était vraiment habillés... moi j'avais les mêmes vêtements que 6 mois avant où j'étais partie en tour au mois de décembre faire des trips en chien de traîneau. J'étais habillée pareil. Donc évidemment, c'est à vous de regarder sur internet, sur les forums, sur les applis météo, en fonction de la période à laquelle vous allez partir et en fonction des lieux que vous allez visiter. Mais mon conseil général, ce serait d'avoir des couches fines que vous pouvez enlever, de prendre des sweats qui se mettent facilement, qui s'enlèvent facilement, mais pas des vêtements trop épais. Parce que quelquefois c'est juste histoire de se couper du vent et de se cacher un petit peu. Il fait pas forcément froid, c'est juste que si vous êtes en t-shirt, vous avez vraiment besoin de mettre une couche au-dessus. Et si vous rentrez, si c'est l'été par exemple, que vous êtes dans les fjords, que vous avez froid, mais qu'après vous allez boire un café ou manger dans un restaurant, vous allez rentrer dans le restaurant, il y a de fortes chances qu'à l'intérieur il fasse très chaud. Donc du coup, vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, donc il faut pas trop se couvrir en fait, faut mettre des couches. S'il pleut beaucoup, par exemple, je vous recommande d'avoir un pantalon kawaii, un surpantalon kawaii que vous venez mettre au-dessus, que vous enlevez dès qu'il pleut plus. Mais je vous recommande aussi surtout d'utiliser des vêtements de type randonnée, des pantalons un petit peu en matière imperméable et surtout coupe-vent. On en parle beaucoup dans l'épisode sur la vie au nord de la Norvège avec Delphine, donc je vais pas revenir sur tous les détails, je vous invite vraiment à écouter cet épisode, parce qu'elle habite là-bas, donc elle donne plein de bons conseils. Mais c'est pareil pour l'hiver, il faut prévoir des sous-couches, donc en laine ou en mérinos, et puis venir mettre par au-dessus les surcouches que vous pourrez enlever si vous voulez être plus à l'aise ou que vous avez trop chaud. On vient en Norvège pour se promener, pour marcher, pour faire des randos, pour découvrir les paysages. Donc ça m'amène à votre partie basse du corps, c'est-à-dire vos pieds. Il faut faire très attention à ce que vous emmenez comme chaussures et comme chaussettes. Je vous recommande pas de venir avec des petites tennis ou c'est bien d'en prendre pour mettre dans certaines situations le soir si vous allez juste marcher un petit peu, faire un petit tour en ville, etc. Mais pour le côté marche et promenade, je vous recommande quand même des chaussures de randonnée basses ou hautes ou vraiment des grosses baskets avec des grosses semelles parce que sur toutes les plateformes touristiques où il faut juste marcher un petit peu pour aller voir un point de vue, c'est quand même souvent avec un peu de cailloux glissants, des plateformes en métal ou s'il a plu, c'est vraiment très très glissant. Donc faut faire attention à ça, prévoyez des bonnes chaussettes confortables pour être bien, parce que vous allez certainement marcher beaucoup. Donc c'est sûr que vous allez peut-être pas être super sexy, mais vous allez être bien confortable et vous allez mieux profiter de votre voyage. Je continue avec les accessoires. Là, c'en est un que je vous recommande d'avoir été comme hiver. Ce sont des bonnes lunettes de soleil. Alors ça peut paraître logique et bête, mais en tout cas, je vous recommande des vraies lunettes de soleil. Bien polarisées, que vous avez achetées chez un opticien, pas des lunettes de soleil un peu de mode ou que vous avez payé pas très cher, parce qu'en fait le soleil en Norvège est très violent et été comme hiver, automne et printemps aussi, d'ailleurs vous aurez besoin de lunettes de soleil, ça dépend encore une fois de votre sensibilité, mais c'est vrai que moi je suis très sensible à ça, je porte des lunettes, mais du coup je porte très souvent des lentilles de contact et du coup je suis vraiment sensible aux reflets, je peux pas conduire, j'utilise presque tout le temps des lunettes de soleil quand je conduis. Et donc l'été, le soleil peut être très fort, très violent, et puis l'hiver, comme partout en montagne, avec la réflexion de la neige, ça peut être vraiment dangereux. Donc je vous recommande des bonnes lunettes. Avant, moi j'étais plutôt chez Ray-Ban et j'avais eu des grosses Prada aussi que j'aimais bien, qui étaient vraiment très couvrantes, qui me couvraient le côté aussi un petit peu des yeux, qui étaient vraiment bien protectrices contre le vent, parce que le problème des petites
des petites Ray-Ban là qui sont en style aviateur. Alors c'est très joli, hein. Moi j'en ai, je les ai toujours les miennes, mais je les mets presque plus ici, je les mettais à Paris. Mais à la montagne, en Norvège, je peux pas les mettre parce qu'en fait elles sont très peu filtrantes et elles protègent très peu sur les côtés du vent, et c'est vraiment ça qui fatigue quand on est en montagne et qu'on a du vent tout le temps dans les yeux. En tout cas moi j'y suis très sensible. Du coup j'ai essayé une nouvelle marque, j'ai acheté ça il y a 2 ans quand je suis partie sur des glaciers en Norvège, fallait que je change de lunettes. Mes anciennes lunettes de soleil étaient vraiment vieilles, et puis à force de les mettre sur la tête quand je m'en servais pas et de les reprendre avec le frottement des cheveux et tout ça, les verres étaient tout rayés, enfin bon bref. Et du coup j'ai découvert une nouvelle marque que j'ai essayée ici. J'étais pas partie pour acheter une marque particulière. Chez l'opticien où je suis allée ici à Tønsberg, on m'a conseillé des Maui Jim. Je connaissais pas du tout cette marque et j'en suis super contente. J'ai pas du tout c'est pas du tout une promo, j'ai pas du tout de partenariat avec eux pour vous parler de la marque, hein. Mais je suis hyper contente de ces lunettes. C'est des lunettes polarisées avec plein de nouveaux filtres, de protections différentes. Et ce qui est super avec ces lunettes, c'est que vous pouvez les mettre aussi quand il y a juste un tout petit peu de luminosité, et le filtre est adaptatif et vous n'avez pas l'impression d'être dans le noir total. Donc pour moi qui suis très sensible au vent et aux petites lumières rasantes, c'est vraiment parfait. Elles sont pas excessivement chères, de mémoire je crois que j'ai dû les payer 250 € ou un truc comme ça, moins de 300 € en tout cas. Donc pour des bonnes lunettes de soleil de montagne, je trouve que c'est pas cher. Si on en prend soin, ça peut durer vraiment longtemps. Donc je vous recommande des bonnes lunettes. En Norvège, les gens utilisent beaucoup vous savez, les lunettes de cyclistes, les lunettes pour faire du vélo là, qui sont vraiment filtrées devant avec tous les filtres de couleurs. Ça protège. Alors c'est un style particulier, hein, certes, mais ça protège vraiment bien des grosses lumières de montagne. Donc en général, ceux qui font beaucoup de randonnées, ils ont souvent des lunettes comme ça. Autre accessoire classique de vacances, chapeau ou casquette, et puis crème solaire évidemment. Alors c'est un peu le kit des vacances d'été classique, mais c'est vrai que quand on vient ici, on se dit souvent « Oh ça va, il va pas faire trop chaud, il n'y a pas trop de soleil », mais en fait le soleil en Norvège est vraiment fort et violent. Et il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, justement, au boulot, on en a parlé à Enerco, et c'est un des pays où il y a le plus de cancer de la peau, parce que les gens se protègent très peu, sauf qu'en fait, c'est ça le piège, c'est que si vous allez dans un pays où il fait vraiment très chaud, où le soleil est, où il fait plus de 40 degrés, etc., donc là, vous allez vraiment vous protéger, parce que vous sentez que c'est chaud, que c'est violent et qu'il faut mettre de la crème solaire. Alors qu'ici, c'est vrai que peut-être le soleil va être moins gênant si vous aimez les chaleurs. Moi, par exemple, j'aime pas du tout les grosses chaleurs, donc au-delà de 25, 30, pour moi, c'est vraiment chaud. Mais du coup, pour ceux qui supportent vraiment très bien, s'il fait entre 25 et 30, pour vous, vous allez vous dire « Oh, bah c'est bon, il fait pas chaud, je mets rien, je mets pas de crème. » Et en fait, vous allez vraiment brûler, surtout si vous faites des randonnées et que vous allez à la montagne. Encore une fois, hein, ça peut paraître un peu bête et logique comme conseil, donc les habitués des randonnées, les habitués des voyages vont trouver ce conseil vraiment logique, mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment un point auquel il faut faire attention. Dernier petit point par rapport aux accessoires. Si vous vous êtes renseigné pour venir en vacances ici, vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait énormément de moustiques. Alors oui et non. Je dirais qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs, comme dans tous les coins un peu de montagne où il va faire un peu plus frais, un peu plus humide, s'il y a des lacs, des petits marais autour, évidemment il va y avoir des moustiques. Mais j'ai entendu dans les tours, quand je suis guide, des gens qui me disaient qu'ils avaient été tellement mis en garde
contre ces nuées de moustiques par les agences de voyage qu'il y avait carrément des gens qui avaient pensé à annuler leur voyage tellement ça les avait fait flipper en fait. Donc vous inquiétez pas, hein, quand vous allez arriver en Norvège, vous allez pas être au milieu de nuées de moustiques géants, c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein. Il y en a à certains endroits, mais moi, j'ai beaucoup voyagé en France dans tout le coin montagne, Alpes, Savoie, Haute-Savoie, etc. J'ai pas vu plus de moustiques en Norvège que dans ces coins-là, hein. Donc certes, vous pouvez emmener des protections anti-moustiques. Et un petit conseil que je vous donne, c'est que j'ai découvert lors de mes dernières randos, un truc qui marche vraiment très bien, c'est un foulard, en fait, qui est traité contre les moustiques. Ça sent pas trop, ça sent rien du tout d'ailleurs, ça sent pas la citronnelle ou quoi que ce soit. Mais pour vous raconter la petite anecdote, c'était avec une prod télé pour Arte il y a 2 ans. Et on faisait une randonnée autour du plateau du Hardangervidda. Et on était avec un guide, et nous on était 3 dans l'équipe technique. Il y avait le réal, l'ingé son et moi. Et effectivement, nous 3, on était assez attaqués par les moustiques, constamment en fait, c'était assez désagréable. Et le guide, il avait rien du tout. On le filmait, nous on était là en train de se battre avec les moustiques autour, ça faisait bouger la caméra et tout, et lui il était face à nous, et il était stoïque, il ne bougeait pas, il y avait aucun moustique qui allait vers lui. Donc à un moment on lui a demandé quand même, on a dit mais c'est quoi le truc, on transpire plus que toi ou quoi, t'as un truc ou Et là il nous dit effectivement, il avait un foulard autour du cou, ça lui donnait un petit look Renault d'ailleurs, c'était rigolo. Et en fait, il avait un petit... vraiment, c'est un bandana, mais qui est traité contre les moustiques. Et ça marche super bien. Donc le lendemain, on a foncé au magasin de sport du coin et on a tous acheté ça. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que ça coûte 15 ou 20 euros. Ça tient beaucoup de lavage, 50 il me semble, et ça n'a pas d'odeur, donc vous pouvez vous le mettre autour du poignet, vous pouvez vous le mettre dans les cheveux pour les filles, autour du cou, ça marche vraiment très bien. Donc ça c'est ma petite découverte anti-moustique que je vous recommande. Si vous louez un logement en Airbnb, ce que je vous recommande aussi c'est d'acheter les petites bougies à la citronnelle ou tous les répulsifs anti-moustique classique qui marche très bien. Un autre point auquel il faut faire attention, moi je me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai qu'en Norvège, il y a certains endroits où il y a beaucoup de tiques. Donc si vous avez un animal, si vous venez avec votre chien ou votre chat, il faudra vraiment faire attention. Après chaque balade en forêt, il faut vraiment tout bien inspecter parce qu'il y a vraiment certaines zones où beaucoup de gens se font piquer. Ça me renvoie d'ailleurs au côté vestimentaire. Moi, je me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai que je suis assez... les moustiques m'aiment bien. Et du coup, je fais toujours attention quand on va se promener, même quand on fait pas forcément une grande randonnée rouge ou très physique, mais même quand on va se promener, qu'on va marcher et que je sais qu'on va être un petit peu dans les sous-bois ou dans des situations où il peut y avoir un petit peu des moustiques ou des insectes, je mets toujours un pantalon long et je suis en débardeur ou en t-shirt la plupart du temps, mais je prends toujours un petit haut fin en matière synthétique de sport, mais pour pouvoir remettre sur moi si vraiment il y a beaucoup d'insectes, pour pouvoir me protéger, mais pour pas avoir trop chaud. Et ça, je vous recommande de faire attention si vous êtes en short. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où il faut un petit peu crapahuter dans des petits chemins, où il y a des herbes par terre qui peuvent piquer, il y a des roseaux, etc. Donc je vous recommande quand même de faire toutes les promenades en pantalon. Et puis donc, l'astuce de randonneur qui... encore une fois, un peu ne pas être très sexy. Mais si vous passez dans une zone où vous savez que vraiment il va y avoir beaucoup d'insectes, eh bien l'astuce c'est de rentrer le bas de son pantalon dans ses chaussettes. C'est pas très sexy, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles en fait qui font les randonnées avec des leggings de sport mais serrants. Et en fait elles viennent mettre des chaussettes de sport qui remontent un petit peu au-dessus de ce collant. Et puis avec des chaussures de randonnée montantes par au-dessus. C'est un petit peu le look classique des filles qui font de la randonnée, parce que c'est un petit peu plus joli
que d'avoir un pantalon de randonnée droit, large, et puis de venir rentrer le bas du pantalon dans sa chaussette de sport en bas. C'est vrai que c'est pas très joli. Bon, dernier point, on en a parlé un petit peu avant, c'est la crème solaire, évidemment, je vous recommande d'en utiliser, d'en emmener avec vous pour en remettre. Il y a vraiment de tout, il y a des crèmes bio, il y en a maintenant qui sont plus agréables à porter, qui collent moins. C'est vrai que ça reste quand même assez désagréable. J'avoue, moi j'aime pas trop me tartiner de crème solaire, mais je suis assez sensible des épaules et du coup je brûle facilement, donc j'en mets vraiment beaucoup là. Et quand je sors, quand je sais que je vais passer la journée dehors, au lieu de mettre de la crème hydratante sur le visage le matin, je mets une crème solaire spéciale pour le visage. Et ça, je le fais tout le temps, été comme hiver. Les crèmes pour le visage sont la plupart du temps en indice 30. Quelquefois, on trouve en indice 50. Quand je trouve, j'en prends, mais sinon, je mets de l'indice 30 pour le visage et je mets de l'indice 50 pour le corps. Puisqu'on est dans le côté randonnée et promenade, je continue là-dessus et je voulais vous parler du degré de difficulté des promenades auquel il faut faire super attention. Parce que officiellement, c'est classé comme en France et comme partout ailleurs en code couleur avec du vert, du bleu, du rouge et du noir. Sauf que, en fait, c'est pas du tout les mêmes niveaux de difficulté qu'en France. Tout d'abord, pour trouver les promenades à faire en fonction du coin où vous vous trouvez, vous pouvez aller à l'office du tourisme ou aller sur le site de l'office du tourisme. La plupart du temps, tout est numérisé, en digital, vous avez des pages avec toutes les randonnées. Il y a plein d'applications différentes pour trouver les promenades et les randonnées, mais l'application norvégienne qui est la plus connue, la plus utilisée, elle s'appelle ut.no, donc ut.no, je vous mettrai le lien dans la description. Elle n'est pas exceptionnelle comme appli dans le sens où je crois qu'il y a des options pour pouvoir télécharger les circuits et pour pouvoir après y avoir accès en offline une fois que vous êtes sur place, mais ça marche pas très bien. Donc faut faire attention au côté localisation et de ne pas se perdre. Et bon, de plus, tout est en norvégien, après vous pouvez utiliser Google Trad, ça marche très bien. Mais les explications pour trouver le début, le point de départ des randonnées, c'est pas toujours très clair. Nous, ça nous est arrivé vraiment beaucoup de fois de pas trouver le départ, de devoir demander aux gens autour d'utiliser d'autres applis, et carrément des fois on n'a pas du tout trouvé le départ, on a abandonné, on est allé se promener ailleurs. Donc ça, je vous recommande de prévoir avant d'anticiper, de prévoir les jours d'avant, les promenades que vous allez faire et d'essayer de trouver les lieux de départ avant et de pas le faire comme ça tout de suite sur le moment parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps pour organiser tout ça. Alors, les codes couleurs, c'est donc censé être classé par degré de difficulté progressif, vert, bleu, rouge et noir, sauf qu'en fait, tout est presque décalé d'un degré de difficulté. C'est-à-dire que en France, le vert c'est vraiment plat de chez plat, il n'y a rien, le bleu c'est un tout petit peu plus difficile, les randonnées un peu plus physiques, mais quand même assez facile, c'est-à-dire faisable pour n'importe qui ayant l'habitude de faire un petit peu de sport, c'est du rouge. Et puis le noir, c'est vraiment un petit peu plus difficile. En Norvège, tout est décalé d'un cran, c'est-à-dire que le vert, effectivement, pour le vert, c'est à peu près pareil. Les randos vertes, c'est à plat, il n'y a pas de souci. Mais les randos bleus, déjà, dès le niveau bleu, il faut vraiment que vous regardiez le dénivelé positif qu'il va y avoir sur votre randonnée et en combien de kilomètres pour pouvoir vous rendre compte de la difficulté de la grimpe. Parce que déjà, dans les randos bleus, il y en a qui sont super durs, où il y a carrément des endroits où il faut vraiment un petit peu escalader et tout ça. Donc, les bleus peuvent être vraiment, de mon expérience, équivalentes à des rouges en France. Donc faut faire super gaffe à ça. Les rouges en Norvège, c'est du costaud, quoi. C'est vraiment de la grosse rando. Et les noirs,
c'est des randos où il faut être équipé pour l'escalade, quoi. Il faut y aller avec des harnais, des casques, et la plupart du temps, c'est des randos où il faut être avec un guide. Dans la région des fjords et dans la région du centre de la Norvège où il y a les montagnes, il y en a vraiment beaucoup qui sont en rouge. N'hésitez pas à chercher aussi sur internet l'avis des gens. En général, les gens en dessous écrivent « Ah bah oui, mais attention, ceci, cela », il y a des avis un petit peu de gens qui ont fait ces promenades. Mais faites vraiment attention parce qu'il y a eu plusieurs fois, il y a eu des accidents de gens qui sont partis sur des randonnées bleues, pensant que c'était bleu, que c'était une promenade en fait, que c'était pas une randonnée. Et en fait, c'était une vraie rando où il faut être habillé en rando, quoi, avec des chaussures de rando, il y a des cailloux, il y a des endroits où il faut un peu escalader et tout. Et si vous partez avec vos enfants en bas âge, ça peut vraiment amener à des situations dangereuses. Et faites attention aussi à ce qu'ils écrivent dans la description, parce qu'en fait, les Norvégiens, c'est des grands sportifs. Et le temps d'estimation des randonnées, il est fait de sorte que vous faites la promenade, mais presque en courant, avec mes 0 pause, et avec un rythme super élevé. Donc, si vous êtes un couple avec des enfants, vous pouvez largement multiplier ce temps presque par 2. Nous, quand on fait les randos, en général, on rajoute facilement 1/3. Et quand ça va plus vers le rouge et qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire, moi je rajoute la moitié du temps en estimation, et c'est à peu près toujours ça. Donc sur les descriptions, quelquefois vous allez voir randonnée familiale, donc facile pour les enfants. Mais c'est facile pour les enfants norvégiens, parce que les enfants norvégiens, ils font de la rando depuis qu'ils ont 2 ans. Ils marchent comme des oufs tout le temps, ils font des grosses randos, ils ont l'habitude. Donc il y a eu plusieurs fois des cas, on a vu pas des accidents, mais des incidents de gens qui se sont retrouvés bloqués en haut d'une rando avec un enfant un peu blessé, un peu fatigué, où il faut envoyer les secours et tout. Donc faites vraiment attention à ça, parce que quelquefois quand on lit la description de la promenade, on se dit oh bah, promenade familiale niveau bleu, c'est bon, tranquille, on y va en petites sandales. Mais non, en fait, c'est une vraie rando qu'il faut prendre au sérieux. À l'inverse, aussi, des fois, c'est des rouges qui sont annoncés, où on se dit oh là là, ça va être dur, et puis finalement, c'est pas si dur que ça. Mais il faut vraiment que vous preniez conscience que le degré de difficulté des randos est pas du tout le même qu'en France. Il y a beaucoup aussi de chemins d'accès aux randonnées qui sont payants, surtout dans les zones les plus touristiques, évidemment. Donc ça s'appelle des bompenger, donc c'est un péage en fait. Et la plupart du temps, il n'y a pas de barrière en fait, c'est juste un petit poste avec comme une boîte aux lettres, un petit stand en fait, ou des fois c'est une petite table, ou c'est vraiment un petit endroit qui est aménagé, où il faut laisser soit de l'argent en espèces, soit payer avec votre téléphone portable, mais ça c'est plutôt pour les locaux, parce que du coup il faut payer avec cette application norvégienne Vipps. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous disais que c'est bien d'avoir toujours un petit peu d'espèces sur soi, parce que ce genre de paiement par exemple, vous du coup vous pourrez le faire que en espèces si vous êtes là en tant que touriste. Pour ceux qui suivent mes Insta Stories, je sais pas si vous avez vu, il y a pas très longtemps, j'avais partagé une boutique dans le Vestland lors de mes dernières vacances à Fjærland. J'avais vu une petite boutique ouverte sur le fjord, c'était vraiment un tout petit frigo dehors en libre service, où on pouvait prendre ce qu'on voulait et payer, donc soit encore une fois avec cette application, soit laisser l'argent dans une caisse. Il y avait une caisse dans le frigo qui était ouverte, donc effectivement tout le monde peut se servir, tout le monde peut voler l'argent. Et c'est un peu ce principe partout en Norvège pour plein de trucs, et ces caisses de péage pour l'accès aux randonnées, c'est un petit peu pareil, du coup il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de caméra, c'est juste à votre bon sens de respecter le fait que la plupart du temps la route a été quand même aménagée, vous allez trouver des toilettes sur place, il y a un petit peu d'aménagement, donc c'est pour financer tout ça. Donc voilà, c'est juste du respect, de participer à ces frais-là et de payer l'entrée sur le chemin de la rando.
Rendez-vous sur la page Patreon pour la suite et fin de ces conseils pour bien préparer votre voyage en Norvège. Je vous parlerai des transports en voiture, des péages, des parkings, des ferries, de la logistique, des conseils d'organisation en général et je vous donnerai quelques astuces pour moins dépenser. Vous pouvez devenir membre à partir de 2 € par mois et vous aurez accès à tous ces épisodes bonus. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!